اليوم فاتح على حساب حزب الله. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'info. Tout de suite les titres. Nohad Machnouk apporte de nouvelles garanties sur la tenue des municipales. Le scrutin du mois de mai ne sera pas reporté, assure le ministre de l'Intérieur, qui appelle les femmes à y participer. C'est aujourd'hui la journée internationale de la femme. À cette occasion, nous nous rendons au Ghana à la découverte de la série télévisée An African City. En Tunisie, les forces de l'ordre ratissent la région de Ben Gardan, proche de la Libye, au lendemain d'une attaque sans précédent qui a fait une 50aine de morts. Les élections municipales auront lieu quoi qu'il arrive, déclaration de Nohad Machnouk lors d'une conférence dédiée à la journée de la femme. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a lancé un double message. D'une part, il assure que le scrutin du mois de mai ne sera pas reporté et il appelle aussi les femmes à y participer. On l'écoute. La tenue des élections municipales est l'occasion de montrer la présence de la femme au Liban. Lors du dernier scrutin, 536 candidats ont été élus dans les différentes municipalités du pays. Alors mesdames, lancez-vous le défi d'augmenter ce chiffre lors des élections en mai prochain. Il y a urgence à intégrer la femme dans la gestion des affaires locales pour qu'elle contribue activement au développement dans ces circonstances difficiles. Nos villes et nos villages ont urgemment besoin des qualités que possède la femme, notamment de leur dynamisme et de leur vivacité. Et puis cette déclaration de Saad Hariri à l'occasion de la journée de la femme, dans un communiqué, l'ancien Premier ministre a mis l'accent sur le droit légitime des Libanaises à transmettre leur nationalité, un droit qui, je cite, ne doit pas rester ignoré sous des prétextes incompatibles avec les droits les plus élémentaires et les normes humaines et sociales. Et Sami Jmaïel, quant à lui, à l'occasion de ce jour spécial consacré à la femme, veut soumettre une proposition de loi destinée à décriminaliser l'adultère. Le chef des Kataeb a rappelé que les hommes pouvaient facilement porter plainte contre leurs femmes, alors que l'inverse n'est pas possible. Il souhaite donc une loi en faveur de l'égalité entre les deux sexes. On passe maintenant à la crise des déchets. Toute solution au problème des ordures nécessite une couverture de la classe politique. Ce sont les mots de Ramzi Jreij, le ministre de l'Information, était l'invité de l'émission Kalam Beyrouth diffusée ce matin sur notre antenne. On l'écoute. La question des déchets est certes un problème politique. Toute solution à cette crise nécessite une couverture de la classe politique, notamment en ce qui concerne le choix des décharges. Faute de quoi, le gouvernement sera incapable de régler cette crise sanitaire et environnementale. À ce moment-là, le Premier ministre devra dire à l'opinion publique quelles sont les raisons de ce blocage. Demain, lors du dialogue national, il sera question de la crise des déchets et j'espère que les participants trouveront une solution avant jeudi ou vendredi, comme l'a indiqué le Premier ministre Salam. Sejan Azi répond aux accusations de racisme émises contre son ministère. Le ministre du Travail a clarifié sa position sur le recrutement de réfugiés syriens. Sejan Azi assure ne pas être opposé à l'emploi de main-d'œuvre étrangère, mais il déclare que la priorité doit aller aux Libanais. Au moment où nous cherchons des opportunités de travail à nos jeunes, certains ont l'effronterie de réclamer l'embauche de réfugiés syriens au Liban. Nous ne sommes pas opposés au recrutement de réfugiés et d'une main-d'œuvre étrangère. Nous voulons qu'ils travaillent selon les besoins du marché du travail libanais. Il est essentiel d'améliorer la formation professionnelle et d'en finir avec le chômage. Nous appelons à une collaboration entre les universités et les entreprises au Liban. Restez des nôtres, on se retrouve après une courte pause. L'armée syrienne a repris El Haïs, un village au sud d'Alep, une localité tombée quelques heures plus tôt aux mains du front Al-Nosra et d'autres groupes islamistes. Mais les troupes gouvernementales ont rapidement lancé une contre-attaque. Le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU est profondément préoccupé par l'accord entre Ankara et l'UE, accord qui prévoit de renvoyer tous les migrants vers la Turquie, y compris les demandeurs d'asile syriens. Une décision prise hier lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles et saluée par les 28.
En contrepartie, la Turquie pose des conditions, dont le versement de 3 milliards d'euros d'aides supplémentaires d'ici 2018. Je vous propose d'écouter le Premier ministre britannique. Cela va briser le business model des trafiquants d'êtres humains et le lien entre le fait de monter dans un bateau et de trouver un accueil en Europe. Et cet accord doit être finalisé lors d'un nouveau sommet qui aura lieu les 17 et 18 mars. Les Européens ont d'ailleurs repoussé à cette date les questions de la fermeture de la route des Balkans. Pour l'heure, ils sont toujours 13 000 migrants bloqués à la frontière entre la Grèce et la Macédoine à Idomeni. Natasa Vesnic. Le jour se lève sur le camp d'Idomeni. Les migrants tentent tant bien que mal de se réchauffer et de sécher leurs vêtements trempés. La nuit a été une fois de plus glaciale, humide, interminable. Bien sûr que je n'ai pas pu dormir. Il pleuvait. Ma tente ressemblait à une piscine. Et vous savez ce qu'ils ont dit hier au sommet. On se revoit le 17 mars et on voit ce que l'on peut faire. Donc ça fait 10 jours de plus à attendre ici. À l'image de Mohamed, les migrants de ce camp oscillent entre désespoir et colère. Le sommet entre l'Union européenne et la Turquie a anéanti leurs derniers espoirs. Évidemment que nous sommes déçus. Vous savez, la plupart des gens ici espéraient qu'ils ouvrent la frontière, au moins pour laisser passer ceux qui sont bloqués ici. Mais finalement, ils disent qu'on ne sera pas autorisé à passer la frontière. On est tellement mal, tellement en colère. Dans ce camp devenu tristement célèbre, ils sont désormais 13 000 migrants à vivre dans le froid et la faim. Parmi eux, de nombreux enfants. Les ONG, elles, distribuent un peu de nourriture, mais elles manquent cruellement de moyens. La Tunisie, confrontée à des attaques sans précédent attribuées au groupe État islamique. Le dernier bilan fait état de 55 personnes tuées, dont 36 djihadistes, 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils. Sophie Alavi et Christophe Dansette. Dans la nuit de lundi à mardi, le calme est revenu à Ben Gardan. L'opération de police s'est terminée au petit matin, mais les circonstances de l'attaque restent encore floues. Nous avons découvert qui est à l'origine de l'attaque. Parmi les terroristes tués, 4 sont tunisiens. Et en ce moment, nous sommes en train d'identifier la nationalité des 36 individus qui restent. Certains sont rentrés de Libye, d'autres étaient déjà en Tunisie. L'opération qui s'est déroulée hier a pris fin ce matin. Nous n'avons donc pas encore toutes les informations. Lundi, d'intenses combats ont eu lieu dans le centre-ville. Des djihadistes ciblent alors une caserne de l'armée, des postes de police et de gendarmerie. L'attaque a commencé à l'aube, à l'arme lourde. La population est stupéfaite. 5h du matin, nous sommes réveillés sur de rafales, de balles partout. On n'a pas l'habitude de voir des gens comme ça. Pour le pouvoir, l'attaque porte la signature de l'organisation État islamique. C'est une attaque sans précédent, très bien organisée. Ils voulaient sans doute asseoir leur contrôle sur la zone et créer un nouveau territoire. L'attaque intervient moins d'une semaine après de premières heures dans cette ville de 70 000 habitants. 5 djihadistes, la plupart tunisiens venus de Libye, s'étaient retranchés dans une maison avant d'être tués par les forces de sécurité. En 2015, déjà 2 attaques de grande ampleur ont frappé la Tunisie. L'une au musée du Bardo dans la capitale, l'autre dans la station balnéaire de Sousse. Le gouvernement avait alors décidé de creuser une immense tranchée le long de la frontière avec la Libye pour tenter d'empêcher les djihadistes de passer. Désormais, les postes frontières entre les deux pays sont fermés pour une durée indéterminée. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, à minuit 41 heure locale, un Boeing 777 de la compagnie aérienne Malaysia Airlines décolle de l'aéroport de Kuala Lumpur en direction de Pékin. À bord du vol MH370, 239 personnes, dont la majorité sont des Chinois. 1 heure après, l'appareil disparaît des écrans. La Malaisie lance une opération de secours sans précédent. Mais jusqu'à ce jour, la disparition du vol MH370 reste l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Sandrine Gomez. Au Parlement malaisien, minute de silence en mémoire des disparus.
2 ans après, l'énigme du MH370 n'a toujours pas été élucidée et le gouvernement est tenu de s'en expliquer. Nous avons donné notre feu vert à la collecte des débris au Mozambique et ils sont en notre possession actuellement. Nous allons les analyser dès que possible. Nous allons travailler avec les Australiens à l'identification de ces débris. À Pékin, ces propos sont loin d'apaiser la douleur des familles, toujours sans réponse et loin d'avoir fait leur deuil. Devant ce tribunal la veille, 12 d'entre elles sont venues rencontrer leur avocat avant qu'il ne soit trop tard. La loi internationale leur donne 2 ans pour déposer plainte dans les affaires d'accidents aériens. Nous sommes ici pour poursuivre la Malaysia Airlines, Boeing, Rolls-Royce et tous ceux qui sont responsables car ils n'ont pas respecté leurs obligations internationales. Ils n'ont pas assumé leurs responsabilités vis-à-vis des familles. Des proches parfois toujours convaincus que leurs enfants sont encore en vie. Et ce malgré cette dernière découverte d'un touriste américain la semaine dernière sur une plage au Mozambique. Une pièce d'à peine 1 mètre de long, il pourrait s'agir d'un stabilisateur situé sur la queue des avions, mais impossible de dire encore si elle provient d'un Boeing 777. Des débris de l'avion, cette fois avec certitude, avaient déjà été retrouvés à La Réunion en juillet dernier. Parti de Kuala Lumpur le 8 mars 2014, avec 239 personnes à bord, le vol de la Malaysia Airlines devait relier Pékin. Il disparaît des écrans radars à 1h19, 3 minutes après un ultime contact aérien. À l'occasion de la journée de la femme, nous nous rendons au Ghana à la découverte de la série télévisée An African City, une série qui ressemble fort à la production américaine Sex and the City. Reportage de Caterina Vitosi et Arnaud Froger à Accra, la capitale. La ville, Accra, au Ghana. L'histoire, la vie amoureuse de 5 jeunes africaines. Avec plus de 2 millions de vues, An African City a connu un énorme succès. La série revient pour une 2e saison avec un peu de mode, beaucoup d'humour et un regard moderne sur l'Afrique. Au Ghana, il y a désormais certaines femmes qui se retrouvent à la télé, jeunes, modernes, actives. Avant, les histoires en Afrique ne tournaient qu'autour de la pauvreté. Voir des jeunes femmes dynamiques à l'écran, c'est le vrai plus de cette série. La série suit 5 Ghanéennes de retour à Accra. And I remember sitting there at age 6 in the States, knowing so clearly that miles and miles away that there was this home that I truly belonged to. Pour la créatrice Nicole Amatafio, ce sentiment est largement partagé. Mon commentaire préféré sur YouTube, c'est celui de cette femme qui a écrit « Je suis portoricaine, née à New York et installée en Italie. Que puis-je avoir en commun avec toutes ces femmes? Absolument tout. » Mais le programme a aussi son lot de critiques. Les scènes érotiques de femmes célibataires ont choqué certains dans les milieux conservateurs et chrétiens du Ghana. Mais pour les scénaristes, il faut provoquer le débat. C'est très important pour nous de susciter des conversations sérieuses sur la place du sexe dans une société comme le Ghana, où les femmes sont jugées et stigmatisées pour le fait même d'avoir une sexualité. Cette 2e saison promet plus de glamour, de sexe et de réflexion, toujours en talons hauts. C'est la fin de cette édition, on le rappelle des titres. Nohad Machnouk apporte des garanties sur la tenue des municipales. Le scrutin du mois de mai ne sera pas reporté, assure le ministre de l'Intérieur, qui appelle les femmes à y participer. C'est aujourd'hui la journée internationale de la femme. À cette occasion, nous étions au Ghana à la découverte de la série télévisée An African City. En Tunisie, les forces de l'ordre ratissent la région de Ben Guerdane, proche de la Libye, au lendemain d'attaques sans précédent qui ont fait une 50aine de morts. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes à toutes et à tous.
اليوم فتح على حسابك والله.